respect. In the building, previous time. And White and 28 or 29 at the time. Most feared guys in the city. He was first locked up. We know who you are. And Help the way. drivers loved him. These guys might be the why. Joe, I'm the Midnight Date Man. I'm the commandant.
Un homme conduit dans la nuit et quelque chose frappe à l'intérieur du coffre. La scène pourrait presque passer pour un simple trajet. Une voiture, une route sombre, 3 hommes fatigués, un silence trop lourd pour être normal. Puis le bruit revient. Ce n'est pas un problème mécanique. Ce n'est pas une erreur. C'est la preuve qu'un acte que ces hommes croyaient terminé respire encore, quelque part derrière eux. Et dès ces premières minutes, Goodfellas annonce sa règle la plus froide. Dans ce monde, le crime ne reste jamais proprement rangé. Il revient, il cogne, il demande qu'on ouvre le coffre. Martin Scorsese ne commence pas par expliquer la mafia comme une organisation. Il commence par une sensation. La nuit, le métal, la panique dissimulée sous des visages fermés. Henry Hill est là, avec Jimmy Conway et Tommy DeVito. 3 hommes dans une voiture, mais déjà 3 façons de survivre dans le même enfer. Jimmy observe, calcule, contient. Tommy explose, tranche, transforme la peur en violence immédiate. Henry regarde, participe, et surtout, il comprend qu'il a franchi un seuil. Ce moment ne raconte pas encore toute sa vie. Il montre ce qu'elle est devenue. Puis le film se replie en arrière, et l'on découvre le garçon avant l'homme. Henry n'est pas né dans un palais criminel. Il grandit dans un quartier ouvrier de Brooklyn, dans une famille où l'argent manque, où l'autorité du père pèse, où la rue semble parfois plus organisée que la maison. De l'autre côté de sa fenêtre, il voit les hommes du Capstand, les voitures, les costumes, les billets, les gestes sûrs. Pour un enfant qui se sent coincé dans une vie banale, ces hommes ne ressemblent pas d'abord à des criminels. Ils ressemblent à une réponse. Ils ne font pas la queue. Ils ne demandent pas la permission. Ils entrent quelque part et les autres s'écartent. C'est là que Goodfellas devient plus troublant qu'un simple récit de gangster. Le film ne nous demande pas d'admirer Henry. Il nous place assez près de son regard pour comprendre le piège. Quand on est jeune, pauvre, impatient, et qu'on voit chaque jour des hommes traités comme des rois dans un quartier qui ne promet rien aux autres, la morale paraît moins urgente que la possibilité d'exister. Henry commence par des petites tâches. Il traîne près des mafieux, rend service, observe les codes. Il apprend vite que le pouvoir ne se présente pas toujours avec de grands discours. Parfois, il tient dans un regard, dans un billet glissé au bon moment, dans un commerçant qui baisse la tête, dans une porte qui s'ouvre parce que le nom de Paulie Cicero suffit. Paulie n'a pas besoin de crier. C'est justement cela qui le rend dangereux. Autour de lui, les choses semblent se décider sans effort. Il est assis, il écoute, il autorise, il interdit. Le quartier fonctionne autour de cette présence calme, presque paternelle. Mais Goodfellas nous fait sentir le prix de ce calme. Derrière la stabilité apparente, il y a un système de peur. Et Henry, enfant, ne voit pas encore la peur. Il voit la protection. C'est l'un des mouvements les plus précis du film. Montrer comment le crime peut se déguiser en famille avant de révéler sa vraie nature. Pour Henry, la bande devient une école parallèle. Il y apprend des règles simples, brutales, plus rapides que celles du monde légal. Ne jamais parler à la police. Ne jamais trahir les siens. Respecter la hiérarchie. Accepter que la loyauté ne soit pas une valeur sentimentale, mais une monnaie de survie. On ne lui présente pas ces règles comme une théorie. Il les absorbe en regardant les adultes agir. Et peu à peu, la maison familiale perd de son autorité. Son père comprend que son fils s'éloigne. Il voit les absences, les mensonges, les mauvaises fréquentations. Mais il se bat contre une machine qui a déjà séduit Henry par ce qu'elle offre de plus immédiat, l'attention. Dans la rue, Henry n'est pas un enfant quelconque. On le reconnaît, on l'utilise, on lui donne une place. Même les punitions à la maison ne peuvent plus rivaliser avec cette sensation. Le film ne rend jamais cette fascination innocente. Chaque étape a une conséquence. Quand Henry abandonne l'école, quand il ment, quand il travaille pour les hommes de Paulie, il ne fait pas seulement un caprice d'adolescent. Il commence à déplacer son centre moral. Ce qui était interdit devient pratique. Ce qui était dangereux devient normal. Ce qui aurait dû provoquer la honte devient un signe d'appartenance. La première arrestation d'Henry agit presque comme une cérémonie. Pour beaucoup de familles, voir un enfant face à la police serait une catastrophe. Pour ces hommes, c'est un test. Henry a tenu bon.
il n'a pas parlé. Il a compris la règle fondamentale. Et au lieu d'être rejeté, il est célébré. Le film nous montre alors quelque chose de terrible. Dans ce monde, la faute peut devenir un diplôme. C'est là que l'ascension commence vraiment. Henry n'est pas entièrement italien, et ce détail compte. Il peut graviter autour de la mafia, profiter de son pouvoir, devenir proche des figures importantes, mais certaines portes resteront fermées. Goodfellas installe cette limite dès le départ, sans en faire un grand discours. Henry veut être un homme de ce monde, mais il ne pourra jamais être totalement consacré par lui. Il est accepté, utilisé, valorisé, mais toujours avec une frontière invisible. Et cette frontière nourrit une partie de son ambition. Puisqu'il ne peut pas recevoir le titre suprême, il va chercher la reconnaissance par l'argent, l'audace, le mouvement. À côté de lui, Jimmy Conway représente une autre forme de pouvoir. Robert De Niro lui donne une présence douce en surface, presque chaleureuse, mais son regard calcule avant que la phrase arrive. Jimmy sait sourire, plaisanter, se montrer généreux. Il sait aussi mesurer la valeur d'un homme en quelques secondes. Avec lui, la violence ne surgit pas toujours comme une explosion. Elle peut venir après un silence, après une contrariété, après une addition mentale que personne d'autre n'a vue. Tommy, lui, entre dans le film comme une menace impossible à stabiliser. Joe Pesci ne joue pas seulement un homme brutal. Il joue un homme dont l'humeur change la température de la pièce. On peut rire avec lui, puis soudain ne plus savoir si l'on est encore en sécurité. Le danger de Tommy vient de cette incertitude. Il transforme les conversations ordinaires en pièges. Il force les autres à deviner s'il plaisante ou s'il prépare déjà l'humiliation. Henry se tient entre ces deux énergies. Jimmy lui montre la réussite criminelle comme une stratégie. Tommy lui montre le chaos comme une arme. Et Polly, au-dessus, lui montre que le vrai pouvoir peut parfois rester immobile. Ce triangle va construire sa vie. Goodfellas avance avec une fluidité qui rend l'ascension presque séduisante. Les gestes s'enchaînent, les combines se multiplient, les entrées dans les restaurants ressemblent à des victoires. Scorsese filme cette période comme une ivresse contrôlée. La caméra glisse, les musiques arrivent, les voix se superposent, les détails de nourriture, de vêtements, de billets et de tables réservées créent une impression de richesse quotidienne. On n'est pas dans un empire lointain. On est dans un quartier où le pouvoir se mesure à la vitesse avec laquelle quelqu'un vous sert. Et le piège est là. Le film nous fait sentir pourquoi Henry aime cette vie avant de nous obliger à regarder ce qu'elle détruit. Quand Henry rencontre Karen, le récit change d'angle sans quitter la même pression. Karen ne vient pas de ce monde de la même manière. Elle observe Henry avec méfiance, puis avec fascination. Au départ, il peut sembler arrogant, trop sûr de lui, presque grossier dans sa façon de prendre la place. Mais très vite, elle découvre ce que cette assurance produit autour de lui. Les portes s'ouvrent. Les files d'attente disparaissent. Les regards changent. Henry ne propose pas seulement une romance. Il propose un accès. La célèbre entrée au Copacabana résume cela sans avoir besoin d'un long commentaire. Henry ne passe pas par l'entrée normale. Il traverse les coulisses, les couloirs, les cuisines, les espaces que les autres clients ne voient pas. Il avance comme si le monde avait été secrètement préparé pour lui. Karen, à ses côtés, découvre la magie sociale du crime. L'impression d'être choisi, d'être au-dessus de la règle commune, de pénétrer dans la ville par une porte cachée. Cette scène est brillante parce qu'elle ne vend pas seulement le luxe. Elle vend le sentiment d'exception. Mais Goodfellas ne laisse jamais cette exception sans ombre. Ce que Karen admire au début vient d'un système qui humilie, vole, frappe et menace. Elle ne l'ignore pas longtemps. La question devient alors plus inconfortable. À quel moment le charme cesse-t-il d'être une surprise et devient-il une complicité ? Henry, lui, ne se pose pas la question ainsi. Pour lui, la vie qu'il mène a déjà remplacé les rêves modestes. Il n'imagine plus travailler honnêtement pour attendre une petite promotion, respecter des chefs sans prestige, compter chaque dollar. Le monde légal lui semble lent, humiliant, presque absurde. Dans son esprit, il a trouvé une voie plus directe. Il veut l'argent maintenant, le respect maintenant, la table au premier rang maintenant.
Le film comprend très bien cette impatience. Il ne l'excuse pas. Il la suit jusqu'à son point de pourriture. À mesure que Henry grandit dans ce milieu, l'humour et la menace deviennent inséparables. Les hommes rient beaucoup. Ils mangent ensemble. Ils racontent des histoires. Ils se surnomment, se taquinent, se retrouvent comme une famille élargie. Mais sous chaque repas, il y a une possibilité de violence. Sous chaque plaisanterie, un test d'ego. Sous chaque amitié, un calcul de dette. La première partie de Goodfellas fonctionne donc comme une invitation empoisonnée. Henry entre dans un monde qui lui donne tout ce qu'il pensait vouloir. Argent, statut, excitation, appartenance, désir. Et parce que le film épouse son énergie, le spectateur comprend la séduction. C'est indispensable. Si cette vie paraissait seulement repoussante dès le départ, son choix serait trop simple à juger. Scorsese fait quelque chose de plus dangereux. Il montre la beauté superficielle du piège avant de refermer lentement les mâchoires. Car le coffre du début n'a pas disparu. Il attend dans la mémoire du film. Chaque sourire d'Henry, chaque faveur reçue, chaque billet gagné, chaque porte ouverte nous rapproche de ce bruit dans la nuit. Ce que l'enfance voyait comme un royaume va devenir une prison. Ce que Karen découvre comme un privilège va devenir une menace. Ce que Tommy transforme en blague va finir par coûter beaucoup plus cher qu'un instant de gêne. Et pour l'instant, Henry ne veut pas voir cela. Il avance. Il gagne. Il se persuade que les règles des autres ne le concernent plus. Mais Goodfellas a déjà placé la vérité devant nous. Dans cette vie, personne ne monte sans laisser une trace derrière lui. Et tôt ou tard, quelqu'un entend frapper depuis le coffre. Et plus Henry avance, plus la vie normale semble devenir une punition inventée pour les autres. Le film le montre dans une suite de gestes qui paraissent presque quotidiens. Les hommes se retrouvent, plaisantent, mangent, comptent l'argent, parlent d'affaires comme d'autres parleraient d'un service au restaurant. Le crime n'est pas présenté comme une opération exceptionnelle. Toujours nocturne, toujours spectaculaire. Il devient une routine. C'est justement cela qui dérange. Quand l'illégal se répète assez souvent, il perd son apparence de scandale et prend la forme d'un métier. Henry entre dans cette logique avec une facilité inquiétante. Il n'a pas besoin de se convaincre chaque matin qu'il appartient au groupe. Tout autour de lui le confirme. Les serveurs le connaissent, les femmes le regardent. Les hommes lui serrent la main. Même les dangers semblent intégrés au décor. On sait qu'il peut y avoir des problèmes, mais tant que l'argent circule, tant que Polly reste satisfait, tant que Jimmy sourit, la machine continue. Karen, elle, découvre l'envers de cette machine par étapes. Au début, Henry lui offre un monde plus grand que celui qu'elle connaissait. Il y a les sorties, les bijoux, les restaurants, les regards d'envie. Mais peu à peu, les signes changent de sens. Les mêmes choses qui semblaient séduisantes deviennent inquiétantes. Les hommes qui paraissaient charmants révèlent leur brutalité. Les femmes autour d'elles ne sont pas seulement des compagnes élégantes. Elles vivent avec des absences, des mensonges, des enveloppes d'argent, des visites imprévues, des peurs qu'on apprend à ne pas nommer trop fort. Karen comprend que l'appartenance a son prix. Dans ce monde, on ne choisit pas seulement un homme. On choisit aussi les règles silencieuses qui viennent avec lui. Le mariage ne sort pas Henry de la rue. Il l'y enracine davantage. La famille, chez lui, ne vient pas remplacer la mafia. Elle s'installe à côté, puis finit par se mélanger avec elle. Les repas familiaux, les baptêmes, les fêtes, les disputes domestiques et les affaires criminelles se croisent jusqu'à former une seule réalité. Goodfellas ne sépare jamais complètement le foyer et le business, parce que pour Henry, cette séparation n'existe presque plus. Il peut rentrer à la maison comme un mari, puis repartir comme un associé de Jimmy. Il peut embrasser ses enfants, puis mentir à Karen. Il peut jouer l'homme de famille tout en laissant la violence financer cette famille. Le film ne dramatise pas cela avec de grands discours moraux. Il le montre dans la continuité des journées. C'est une contamination lente. Le crime n'arrive pas seulement quand quelqu'un sort une arme. Il est déjà là dans l'argent posé sur la table, dans le silence demandé à l'épouse, dans la façon dont chacun sait quelque chose sans vouloir le dire clairement. Karen n'est pas simplement une victime passive de cette vie. Le film est plus complexe que cela. Elle est effrayée,
Oui. Elle est parfois dégoûtée. Mais elle est aussi attirée par le pouvoir que cette vie donne. Quand Henry réagit violemment pour défendre son honneur, elle devrait voir une alarme définitive. Une partie d'elle la voit. Mais une autre partie ressent une forme de sécurité tordue. Quelqu'un a fait peur pour elle. Quelqu'un a imposé son nom pour elle. Ce mélange de protection et de menace devient l'un des poisons du couple. C'est là que le film devient particulièrement honnête sur la fascination. Il ne réduit pas Karen à une personne naïve qui ne comprend rien. Elle comprend de plus en plus. Et plus elle comprend, plus son choix devient lourd. Rester avec Henry, ce n'est pas seulement rester amoureuse d'un homme dangereux. C'est accepter que sa propre vie soit désormais liée à des hommes qui règlent les problèmes par l'intimidation, l'argent ou la disparition. Pendant ce temps, Tommy reste la fissure visible du système. Avec Jimmy, on sent le calcul. Avec Polly, on sent la structure. Avec Tommy, on sent l'accident permanent. Il a beau appartenir au groupe, il agit souvent comme si le groupe lui-même n'était qu'un décor autour de son ego. Une phrase peut le blesser. Un rire peut l'irriter. Un souvenir peut le lancer dans une humiliation. Sa violence ne vient pas toujours d'une nécessité criminelle. Elle vient parfois d'un plaisir de dominer la pièce, de faire comprendre à tout le monde que son humeur décide du danger. La scène du drôle cristallise ce malaise. Tommy raconte une histoire, les autres rient, Henry rit aussi. Puis soudain, Tommy fixe Henry comme si le rire venait de devenir une insulte. Qu'est-ce qui est drôle ? Pourquoi est-ce qu'il est drôle ? Est-ce qu'il amuse les gens comme un clown ? En quelques secondes, une table conviviale devient un piège. Henry doit deviner s'il parle à un ami ou à un homme prêt à le tuer pour une nuance mal placée. Ce moment est célèbre parce qu'il joue avec le spectateur aussi. On rit, puis on se reprend. On ne sait plus si l'on a eu tort de rire. Et c'est exactement la position de ceux qui vivent autour de Tommy. Toujours rire assez pour ne pas l'offenser, mais jamais trop pour ne pas devenir sa cible. Goodfellas comprend que la peur la plus efficace n'est pas toujours la violence elle-même. C'est l'attente de la violence. Le moment où l'on cherche le bon ton. Le moment où l'on surveille le visage de l'autre. Le moment où une plaisanterie peut se retourner contre celui qui vient de la faire. Henry apprend à vivre dans cette tension. Et peut-être qu'il croit la maîtriser, parce qu'il a grandi dedans. Mais personne ne maîtrise réellement Tommy. Même Jimmy, qui l'aime et l'utilise, sait qu'il est dangereux. Même Polly, avec son calme de patriarche, doit composer avec ce feu. Tommy rend service au groupe, il inspire la peur, il peut être efficace. Mais il porte aussi en lui la possibilité de provoquer une catastrophe que personne ne pourra réparer proprement. Le film installe alors une question discrète. Combien de temps un système fondé sur le contrôle peut-il supporter un homme qui ne se contrôle pas ? Autour d'eux, les affaires continuent. Les vols, les détournements, les combines dans les aéroports, les arrangements avec des employés, les enveloppes qui circulent. Goodfellas montre cette criminalité comme un réseau de petits accès. Il ne suffit pas d'avoir de la force. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il faut savoir quelle porte reste ouverte, quel employé peut être payé, quel camion transporte quoi, à quel moment la surveillance baisse. Le crime organisé porte bien son nom parce qu'il transforme les failles du quotidien en système économique. Henry aime cette intelligence pratique. Elle lui donne l'impression d'être plus malin que les gens honnêtes. Le monde légal suit les procédures, lui connaît les raccourcis. Les autres attendent, lui contournent. Les autres respectent les murs, lui cherchent la porte de service. Mais dans Goodfellas, chaque raccourci crée une dette invisible. On ne profite jamais seul d'une combine. Il faut partager, remercier, protéger, mentir, couvrir, répondre quand quelqu'un appelle. L'argent rapide attire aussi des obligations rapides. Et plus Henry s'enrichit, plus il appartient à ce qui l'enrichit. C'est une cage dorée, mais une cage quand même. La vie avec Karen commence à porter cette contradiction. Elle bénéficie de l'argent, mais elle subit les absences. Elle aime l'assurance de Henry, mais elle découvre ses infidélités. Elle veut la stabilité d'un foyer, mais son foyer repose sur un homme dont la loyauté principale ne sera jamais entièrement domestique. Dans ce monde, les épouses savent souvent qu'elles ne doivent pas tout demander. Poser trop de questions,
c'est forcer une vérité à sortir. Et certaines vérités deviennent dangereuses dès qu'elles sont dites. Henry, lui, se comporte comme si tout pouvait coexister. Karen, les maîtresses, les enfants, Polly, Jimmy, Tommy, l'argent, la fête, la peur. Il croit pouvoir répartir sa vie en compartiments. Mais le film montre précisément le contraire. Tout déborde. Une liaison déborde dans le couple. Une colère déborde dans la rue. Une affaire déborde dans la famille. Une erreur déborde dans le sang. C'est ainsi que l'énergie séduisante du début commence à prendre un goût plus acide. On remarque que les hommes parlent beaucoup de respect, mais supportent très mal la moindre humiliation. Le respect, ici, n'est pas une valeur stable. C'est une surface fragile. Il suffit d'une remarque, d'un souvenir, d'un regard trop long pour que quelqu'un pense perdre la face. Et quand la face devient plus importante que la vie humaine, le monde peut basculer en quelques secondes. Billy Batts arrive précisément sur cette ligne de faille. C'est un homme qui sort de prison, un homme lié à une hiérarchie plus haute, un homme qui porte avec lui le poids des anciennes relations. Il connaît Tommy. Il se permet de lui rappeler un passé moins glorieux, de le rabaisser avec une plaisanterie sur son ancien travail. Pour quelqu'un d'autre, ce serait peut-être une pique désagréable, une provocation de bar, un moment à oublier. Pour Tommy, c'est une blessure publique. Et Tommy ne sait pas laisser une blessure publique mourir toute seule. La scène est terrible, parce qu'elle commence dans une ambiance de retrouvailles, de musique, de boissons, de bruit. Le monde autour continue comme si la soirée appartenait encore à la fête. Mais sous les mots, quelque chose durcit. Tommy encaisse ou fait semblant d'encaisser. Jimmy observe. Henry est là, et le spectateur sent que l'air a changé. Plus tard, quand Billy Batts est attaqué, la violence n'a plus l'excuse d'un danger immédiat. Elle ressemble à une vengeance d'ego, à un règlement brutal pour une humiliation qui ne méritait évidemment pas cette réponse. C'est un point de bascule, parce que l'acte ne touche pas seulement la victime. Il met tout le monde en danger. Billy Batts n'est pas n'importe qui. Le frapper, le tuer, le faire disparaître, c'est franchir une règle interne beaucoup plus grave que les vols habituels. Dans la mafia de Goodfellas, la violence existe, mais elle obéit à des codes. On ne tue pas n'importe qui, n'importe comment, sans conséquence. Tommy, Jimmy et Henry ne viennent pas seulement de commettre un crime. Ils viennent de créer un problème politique dans leur propre monde. Et c'est là que le coffre du début reprend tout son sens. Ce bruit dans la nuit, ce corps qui n'était pas encore mort, cette panique dans la voiture. Ce n'était pas une simple entrée spectaculaire. C'était le futur d'une humiliation transformée en catastrophe. Tout ce que le film a montré depuis l'enfance de Henry mène à ce moment. La fascination du quartier, la loyauté apprise trop tôt, l'argent facile, l'ego des hommes, la peur du ridicule, la violence comme langage commun. Tout se retrouve enfermé dans ce coffre. Quand il s'arrête et l'ouvre, la réalité ne peut plus être décorée par la musique, les costumes ou les tables réservées. Il n'y a plus de glamour. Il y a un corps, une décision à terminer, une complicité impossible à effacer. Henry regarde, participe, et continue pourtant à avancer. C'est peut-être l'un des aspects les plus glaçants de son parcours. Il ne devient pas criminel d'un seul coup, dans une grande scène de transformation. Il accepte une chose, puis une autre encore. Chaque étape rend la suivante un peu moins inimaginable. L'enfant qui rêvait devant les gangsters du quartier se retrouve adulte devant un coffre ouvert, et le film nous laisse mesurer la distance parcourue sans jamais nous permettre de croire qu'elle s'est faite par hasard. Après Billy Batts, il ne s'agit plus seulement de profiter du système. Il faut cacher, gérer, nettoyer, mentir avec plus de précision. Le crime cesse d'être une ascension légère et devient une charge. Un poids dans le coffre, un poids dans le sol, un poids dans la mémoire des hommes qui savent. Mais Goodfellas ne libère pas Henry de son illusion tout de suite. C'est cela qui rend le récit si cruel, même après ce seuil, même après cette nuit, même après cette preuve que la vie qu'il admire peut l'engloutir. Henry continue à chercher dans ce monde la même promesse qu'au début. Être quelqu'un. Seulement, à partir de maintenant, cette promesse commence à ressembler à une menace. À partir de Billy Batts,
Le film change de poids. Avant, même quand la violence était présente, Henry pouvait encore se raconter que cette vie fonctionnait. Elle avait ses risques, ses excès, ses colères, mais elle produisait de l'argent, du prestige, une place. Après cette nuit, quelque chose d'autre s'installe. Le crime ne reste plus dans les rues, les bars ou les arrière-salles. Il suit les hommes jusque dans leur silence. Il voyage avec eux. Il doit être transporté, caché, déplacé, enterré, puis parfois déterré encore, comme si la faute refusait de disparaître correctement. Goodfellas insiste sur ce détail parce qu'il détruit le fantasme du gangster élégant. Derrière les costumes et les tables réservées, il y a un travail sale, des corps à faire disparaître, des mères à saluer en pleine nuit, des outils à emprunter, des repas absurdes qui se glissent entre deux actes monstrueux. La scène chez la mère de Tommy est presque insupportable par son mélange de chaleur et d'horreur. Elle nourrit ses hommes, elle parle, elle s'agite comme une mère italienne attentive, et eux, dans cette maison familiale, cachent une urgence macabre. Le film ne crée pas ce malaise par un contraste facile. Il le laisse respirer dans les détails. On mange, on plaisante, on admire un tableau, on échange des phrases ordinaires. Et tout cela se passe alors qu'un homme agonise, ou vient d'être achevé, dans le coffre d'une voiture. La banalité ne rend pas la violence moins grave. Elle la rend plus dérangeante, parce qu'elle montre à quel point ces hommes peuvent compartimenter l'inacceptable. Henry participe à cette absurdité avec une forme d'habitude déjà installée. Il n'est pas celui qui déclenche toujours la brutalité, mais il est là. Il aide. Il couvre. Il accepte que la logique du groupe passe avant toute limite humaine. Et plus il accepte, moins il peut prétendre être seulement témoin. Dans Goodfellas, la complicité n'est pas une petite nuance morale. C'est une chaîne. Chaque geste de silence attache Henry plus solidement au reste des hommes. Il peut encore rire, boire, aimer, rentrer chez lui, mais quelque chose dans sa vie a changé de densité. Le problème avec un corps, c'est qu'il ne disparaît jamais complètement. Même enterré, il reste dans la mémoire. Même déplacé, il reste dans le lien entre ceux qui savent. Billy Batts devient une dette secrète. Pas seulement envers la victime, mais envers les règles de ce monde. Tommy a laissé son ego dépasser les limites. Jimmy et Henry ont suivi. Et maintenant, leur sécurité dépend d'un mensonge commun. Le film continue pourtant à avancer avec une énergie presque insolente. C'est l'une de ses grandes forces. Il ne s'arrête pas pour donner une leçon après chaque faute. Il montre comment la vie reprend, comment les hommes s'habituent, comment l'argent revient couvrir le malaise. Les affaires continuent, les fêtes continuent, les disputes de couple continuent. C'est exactement ainsi que le piège fonctionne. Rien ne ressemble immédiatement à une punition. Alors Henry continue de croire que tout peut être absorbé. Mais à la maison, Karen sent de plus en plus que la vie qu'elle a choisie exige d'elle une endurance dangereuse. Elle ne vit pas avec un simple mari infidèle, ni avec un homme simplement absent. Elle vit avec quelqu'un dont les secrets ont des conséquences physiques. Des hommes peuvent arriver. Des appels peuvent changer une soirée. Un retard peut cacher une aventure, une combine, une menace ou un cadavre. La jalousie de Karen n'est donc jamais seulement sentimentale. Dans son monde, ne pas savoir où se trouve Henry signifie ne pas savoir dans quel danger elle-même est entraînée. Henry, de son côté, se comporte comme si le plaisir devait toujours l'emporter sur les conséquences. Il veut Karen, mais il veut aussi ses maîtresses. Il veut l'image du père et du mari, mais refuse la discipline que cette image demanderait. Il veut l'argent de Polly, les coups de Jimmy, la compagnie de Tommy, l'excitation des nuits, et le confort d'une maison qui l'attend sans poser trop de questions. Cette contradiction ne peut pas rester propre. La relation avec Janice Rossi révèle à Karen une humiliation qu'elle ne peut plus envelopper dans le silence. Henry n'est pas seulement en train de trahir une promesse privée. Il l'expose à la structure entière de son monde, où les hommes semblent croire que leur puissance leur donne droit à plusieurs vies en même temps. Une épouse officielle, une maîtresse, des enfants, des cadeaux, des mensonges, des excuses, puis de nouveaux mensonges. Le film ne présente pas cela comme une simple crise conjugale. C'est une autre forme de violence, plus intime, plus répétée,
moins spectaculaire que les coups, mais profondément corrosive. Karen arrive alors à un point où la peur et la rage se confondent. Quand elle tient une arme face à Henry, la scène ne ressemble pas à une libération héroïque. Elle ressemble à un effondrement. Elle est blessée, trahie, humiliée, et pourtant encore attachée à lui. Henry, réveillé, menacé dans son propre lit, découvre pour un instant que la violence peut revenir contre lui depuis l'intérieur même de sa maison. Ce qu'il a introduit dans leur vie ne reste plus dehors. Il se retourne, sous la forme d'une épouse qui ne sait plus comment reprendre le contrôle autrement. Mais Henry sait retourner la situation. Il parle. Il apaise. Il avance prudemment dans la peur de Karen. Et surtout, il survit à ce moment comme il survit aux autres, en reprenant le dessus émotionnellement. Ce n'est pas seulement du charme. C'est une capacité à manipuler l'urgence, à transformer la menace en crise passagère, à faire croire que le désordre peut être réparé parce qu'il parle encore avec douceur. Pour Karen, partir serait logique. Mais Goodfellas sait que la logique ne suffit pas toujours quand une vie entière s'est refermée autour de quelqu'un. Elle est liée à Henry par l'amour, par les enfants, par l'argent, par la peur, par l'habitude, par la honte aussi. Quitter ce monde, ce n'est pas simplement faire une valise. C'est se détacher d'un système qui a déjà pénétré son identité. Et Henry continue à profiter de cette difficulté. Polly intervient parfois comme une autorité de famille, mais son intérêt reste celui de l'ordre. Il ne veut pas que les problèmes domestiques deviennent des problèmes publics. Il ne cherche pas à sauver Karen par compassion pure. Il cherche à maintenir la surface stable, parce que la stabilité protège les affaires. Dans ce milieu, même les conseils de couple peuvent ressembler à une gestion de risque. Cette logique apparaît encore plus clairement quand Henry et Jimmy commettent une opération qui les mène en prison. Le film ne transforme pas cette chute en grande scène de repentance. La prison n'est pas montrée comme une rupture morale. Pour ces hommes, elle devient une extension plus inconfortable du même monde. Polly y coupe l'ail finement avec une lame de rasoir. Les repas se préparent avec soin. Les détenus importants vivent autrement que les autres. Même enfermés, ils cherchent à reproduire une hiérarchie, un confort, une petite enclave de privilèges. Mais la prison révèle une vérité essentielle. Henry n'est pas au sommet. Il dépend toujours des autres, de leurs règles, de leur argent, de leur patience. Pour Karen, la prison est une autre condamnation. Elle doit faire vivre la famille, se déplacer, apporter ce qu'il faut, supporter les regards, les humiliations, les demandes. Le prestige que Henry lui avait vendu ne paie pas toujours les factures avec la même élégance. Quand l'homme est enfermé, l'épouse découvre le poids réel de son mode de vie. Les amis ne sont pas tous là. Les promesses deviennent plus floues. Le système protège, mais jamais gratuitement, jamais complètement. C'est ici que l'économie morale de Henry commence à glisser encore plus dangereusement. Polly a une règle claire, pas de trafic de drogue. Pour lui, ce commerce attire trop d'attention, trop de risques, trop de peines lourdes, trop de policiers. Il sait que l'argent rapide peut détruire l'organisation plus sûrement qu'un ennemi extérieur. Mais Henry, en prison puis après sa sortie, pense autrement. Il a besoin d'argent. Il veut reprendre sa place. Il a goûté à une vie qui coûte cher et il ne supporte pas l'idée de redescendre. La drogue devient donc une tentation logique pour lui, parce qu'elle promet ce qu'il a toujours cherché. Beaucoup d'argent, vite, avec l'impression de contourner encore une fois les règles. Mais cette fois, la règle qu'il contourne n'est pas celle des citoyens ordinaires. C'est celle de Polly. Ce détail est capital. Depuis l'enfance, Henry a appris à survivre en respectant la hiérarchie criminelle. Il pouvait voler, mentir, frapper, trahir le monde légal, tant qu'il restait fidèle à l'ordre interne de sa famille mafieuse. En se lançant dans le trafic, malgré l'interdiction, il ne fait pas seulement une affaire risquée. Il commence à scier la branche qui le tenait au-dessus du vide. Et il le fait parce que son appétit est devenu plus fort que sa prudence. Goodfellas n'a pas besoin de changer Henry en monstre soudain. Le film le montre plutôt comme un homme qui a toujours justifié le prochain pas. Plus jeune, il voulait appartenir. Ensuite, il voulait gagner.
Puis il voulait briller. Puis il voulait entretenir plusieurs vies. Maintenant, il veut continuer à monter, alors que la structure même de son monde lui dit de ralentir. Chaque fois, il trouve une raison. Chaque fois, il pense contrôler. C'est cette illusion de contrôle qui va bientôt devenir la partie la plus dangereuse de son existence. Autour de lui, Jimmy reste une présence fascinante et inquiétante. Il peut être généreux, presque tendre avec ceux qu'il aime. Mais la prison, l'argent, les risques et le temps durcissent encore son regard. Jimmy comprend les hommes par leurs intérêts. Il sait quand quelqu'un devient utile, quand quelqu'un devient fragile, quand quelqu'un devient une menace. Henry le respecte, mais il devrait aussi le craindre plus qu'il ne le fait. Quant à Tommy, son destin semble suspendu à une promesse de reconnaissance. Dans ce monde, être officiellement fait, devenir un membre consacré, représente une sorte de couronnement. Tommy en rêve parce qu'il veut que sa violence et sa loyauté soient enfin validées par le système lui-même. Mais le spectateur, lui, garde en tête Billy Bats. Certaines dettes ne s'effacent pas avec le temps. Elles attendent le bon moment pour être réclamées. Le film nous prépare ainsi à une phase plus noire. L'ascension bruyante du début a laissé place à une mécanique de soupçon. Les plaisirs restent, l'argent circule encore, les personnages parlent toujours avec cette énergie électrique, mais l'équilibre s'abîme. Henry vend ce qu'il ne devrait pas vendre. Karen porte ce qu'elle ne devrait pas porter. Jimmy calcule ce qu'il ne dit pas. Tommy espère une consécration dans un monde qui se souvient de ses fautes. Tout le monde continue comme si la machine pouvait avaler les excès. Mais Goodfellas sait déjà que la machine ne pardonne pas. Elle enregistre. Elle attend. Puis elle présente l'addition. Quand Henry sort de prison, il ne revient pas vraiment à la liberté. Il revient à une vie qui l'attend avec les mêmes appétits, les mêmes dettes, les mêmes mensonges, mais avec moins de patience autour de lui. La prison ne l'a pas corrigé. Elle a simplement déplacé ses méthodes. Il a appris que même enfermé, on peut encore faire circuler de l'argent, des contacts, de la nourriture, des faveurs. Alors dehors, il ne cherche pas une rupture. Il cherche une reprise. Mais le monde a changé dans son esprit. Il ne veut plus seulement retrouver son ancienne place. Il veut rattraper le temps perdu. C'est là que la drogue devient le centre invisible de sa chute. Polly avait été claire. Pas de trafic. Pas de commerce qui attire trop de policiers, trop d'écoute, trop de peines impossibles à absorber. Polly sait que certaines sources d'argent brûlent les mains plus vite que d'autres. Henry le sait aussi. Il n'est pas un enfant. Il a vécu assez longtemps dans ce milieu pour comprendre qu'une règle de Polly n'est pas une suggestion. Pourtant, il le fait. Ce choix révèle ce que Henry est devenu. Dans son enfance, il respectait les gangsters comme des figures presque sacrées. Il voulait leur approbation. Il voulait entrer dans leur cercle. Maintenant, il estime pouvoir tromper ce cercle lui-même. Il pense qu'il peut garder Polly dans l'ignorance, utiliser Jimmy quand cela l'arrange, faire travailler Karen, gérer ses contacts, vendre, transporter, encaisser, et rester assez rapide pour ne pas être écrasé. Il ne voit plus le danger comme une limite. Il le voit comme une variable à gérer. Karen se retrouve à nouveau aspirée dans cette logique. Elle n'est plus seulement l'épouse qui ferme les yeux sur l'argent. Elle devient une pièce du mécanisme. Le film montre ainsi une évolution terrible. Ce qui avait commencé comme une séduction par le prestige se transforme en participation directe au risque. Karen transporte, couvre, ment, tremble. Elle sait que ce commerce peut détruire sa famille, mais elle est déjà trop impliquée pour rester extérieure. La promesse de Henry a changé de forme. Au départ, il lui offrait des restaurants, des bijoux, des portes ouvertes. Maintenant, il lui offre l'angoisse d'un téléphone, d'une voiture, d'un paquet, d'un rendez-vous qui peut mal tourner. Et Goodfellas filme cette dégradation sans changer brutalement de monde. Les mêmes visages reviennent, les mêmes cuisines, les mêmes appartements, les mêmes voix, mais l'énergie se déforme. Là où il y avait une ivresse brillante, il y a de plus en plus de nervosité. Le montage devient plus serré. Les déplacements semblent moins élégants, plus pressés. Henry ne flotte plus au-dessus du système. Il court à l'intérieur. Pendant ce temps, une autre affaire se prépare, beaucoup plus grande,
beaucoup plus célèbre dans l'univers du film, le casse de Lufthansa. Dans la logique de Jimmy, un gros coup peut être une consécration. L'argent arrive en masse. Les hommes qui ont participé se sentent riches avant même de comprendre la discipline nécessaire pour survivre après un tel vol. C'est là que Goodfellas montre une vérité très simple et très froide. Réussir un crime ne signifie pas réussir à vivre avec ses conséquences. Après Lufthansa, le problème n'est pas seulement de garder l'argent. Il faut garder le silence. Il faut éviter les dépenses visibles. Il faut empêcher les hommes excités de se trahir eux-mêmes par la vanité. Et dans un groupe construit sur l'avidité, cette prudence devient presque impossible. Jimmy l'avait compris. Il fallait rester discret, ne pas attirer l'attention, ne pas transformer le lendemain du vol en parade. Mais l'argent rapide rend les gens stupides. Certains veulent acheter une voiture, offrir des cadeaux, changer leur quotidien trop vite. Chaque dépense devient une lumière allumée dans la nuit pour la police, pour les rivaux, pour tous ceux qui voudraient comprendre où l'argent est passé. Le visage de Jimmy se ferme alors d'une manière nouvelle. Avant, son calcul pouvait encore se cacher derrière un sourire. Après Lufthansa, le sourire paraît plus dangereux. Il regarde les autres comme des problèmes à résoudre. Un complice trop bavard, un partenaire trop impatient, un homme trop visible, une femme trop renseignée. Chacun peut devenir une fissure. Et dans l'esprit de Jimmy, une fissure ne se répare pas toujours avec une conversation. La générosité qu'il avait montrée autrefois commence à se retourner en menace. Il a donné, il a protégé, il a partagé certains plaisirs, mais rien de tout cela n'était gratuit. Chez Jimmy, l'amitié existe, mais elle vit sous la surveillance de l'intérêt. Si l'intérêt disparaît, l'amitié devient fragile. Si l'ami devient dangereux, il peut cesser d'être un ami. C'est l'un des basculements les plus inquiétants du film. Henry comprend peu à peu que l'homme qu'il admirait pour son intelligence peut utiliser cette intelligence contre n'importe qui. Les morts qui suivent Lufthansa ne sont pas présentées comme des explosions chaotiques à la Tommy. Elles portent une logique plus méthodique. Des corps apparaissent. Des destins se ferment. Le succès du casse se transforme en nettoyage. Jimmy ne célèbre plus vraiment la victoire. Il réduit les risques. Et le spectateur sent que l'argent, au lieu d'ouvrir un futur, a ouvert une liste. Henry est assez proche pour comprendre. Trop proche, même. Il sait que Jimmy n'agit pas seulement par colère. Il agit parce qu'il a peur que quelqu'un parle, parce qu'il veut contrôler le récit, parce qu'il préfère supprimer une menace potentielle plutôt que d'attendre qu'elle devienne réelle. Dans ce monde, la paranoïa peut passer pour de la prudence. Et parfois, c'est justement ce qui la rend mortelle. En parallèle, Tommy attend sa propre récompense. L'annonce de sa possible intronisation dans la mafia a quelque chose de presque solennel pour lui. Être officiellement reconnu, être fait. Ce n'est pas seulement obtenir un statut. C'est recevoir une forme de protection symbolique, une validation de toute sa brutalité passée. Pour Tommy, qui a toujours vécu comme si le respect devait être arraché à coups de peur, cette étape représente le moment où le système lui dirait enfin « Tu es des nôtres, entièrement ». Henry et Jimmy sont heureux pour lui, ou du moins ils veulent l'être. Dans leur monde, l'ascension de l'un peut renforcer le cercle des autres. Tommy consacré, cela pourrait signifier plus de pouvoir, plus de sécurité, plus d'influence. Mais le film a déjà donné au spectateur une information que l'espoir de Tommy ne peut pas effacer. Billy Batts. Certaines erreurs ne disparaissent pas parce que les années passent. Elles circulent sous terre, comme le corps qu'il a fallu déplacer. Elles remontent au moment choisi par ceux qui ont plus de mémoire que de pitié. La scène où Tommy croit aller vers son couronnement est d'une cruauté sèche. Il s'habille, il se prépare, il avance vers ce qu'il imagine être la reconnaissance. Il n'y a pas de grand combat, pas de dernière tirade, pas de duel héroïque. Juste une pièce, un vide, puis la sentence. Tommy comprend trop tard que la cérémonie n'existe pas. On ne l'a pas invité pour l'élever. On l'a attiré pour le faire payer. Sa mort frappe le film comme une porte qui claque. Pour Henry et Jimmy, le choc est immense parce qu'il révèle leur impuissance. Ils ne peuvent pas protester. Ils ne peuvent pas demander réparation. Ils ne peuvent pas faire une guerre ouverte pour Tommy.
La hiérarchie a parlé. Le système qu'ils servaient, qu'ils utilisaient, qu'ils croyaient parfois pouvoir contourner, leur rappelle qu'ils les dépassent. Même Jimmy, avec toute son intelligence, ne peut pas sauver Tommy de la logique interne de la mafia. Et pour Henry, cette mort devrait être une révélation définitive. Tommy était dangereux, oui. Instable, brutal, imprévisible. Mais il était aussi un membre intime du monde de Henry. Le voir disparaître de cette façon montre que l'appartenance n'est jamais une garantie absolue. On peut rire avec les hommes, manger avec eux, voler avec eux, tuer avec eux, espérer monter avec eux, puis être effacé par eux. La famille criminelle protège tant que votre existence sert son équilibre. Quand votre passé menace cet équilibre, la famille se souvient qu'elle est d'abord une machine. Après Tommy, quelque chose se brise dans l'énergie du groupe. Il reste Jimmy, il reste Henry, il reste Polly, il reste l'argent, les combines, les trafics. Mais la jeunesse folle du trio n'existe plus. Ce n'est plus l'aventure de 3 hommes qui défient le monde en riant. C'est une survie de plus en plus serrée, entourée de fantômes. Henry ne devient pas plus prudent pour autant. Il devient plus rapide, plus nerveux, plus dépendant. La cocaïne entre dans son quotidien comme un carburant et comme une malédiction. Elle accompagne ses décisions, ses peurs, ses trajets, ses conversations. Elle lui donne l'impression d'avancer quand il est déjà en train de perdre le contrôle. Le film modifie alors sa respiration. Tout va plus vite, mais rien ne semble vraiment progresser. Henry bouge sans cesse, et pourtant le piège se referme. C'est une différence essentielle avec le début. Avant, le mouvement signifiait ascension. Traverser un restaurant, entrer par une porte cachée, circuler entre les tables, c'était dominer l'espace. Maintenant, le mouvement signifie panique. Conduire, téléphoner, vérifier, vendre, cacher, cuisiner, surveiller le ciel, surveiller les voitures, surveiller Karen, surveiller tout. Henry ne traverse plus le monde comme un homme privilégié. Il le parcourt comme quelqu'un qui se sent suivi. Et il l'est peut-être. Goodfellas rend cette paranoïa presque physique. Le spectateur n'a pas seulement l'information que la police se rapproche. Il ressent la journée comme Henry la ressent. Fragmentée, saturée, bruyante, pleine de détails qui pourraient être des signes. Un hélicoptère devient une menace. Une course devient une urgence. Un repas à préparer devient une tâche impossible parmi 10 autres. Même la vie domestique, la cuisine, les enfants, les commissions se mêlent au trafic et à la peur. Henry a tellement mélangé ces mondes qu'il ne peut plus sauver l'un sans exposer l'autre. Karen n'est plus protégée par l'ignorance. Les enfants ne vivent plus dans une maison seulement marquée par les absences d'un père criminel. Ils vivent dans le périmètre de sa chute. Les amis ne sont plus seulement des complices. Ils peuvent devenir des témoins, puis des dangers. Jimmy n'est plus seulement un mentor. Il pourrait devenir celui qui décide qu'Henry sait trop de choses. Polly n'est plus seulement le père symbolique. Il est l'homme dont Henry a trahi la règle. Tout ce qui donnait à Henry une identité devient maintenant une menace contre lui. Le plus tragique, c'est que cette chute n'a pas la beauté nette d'un grand destin. Elle est sale, nerveuse, presque administrative par moments. Des appels, des paquets, des arrestations possibles, des surveillances, des disputes, des calculs. Henry ne tombe pas comme un roi dans une tragédie classique. Il se désorganise comme un homme qui a bâti toute sa vie sur des raccourcis et découvre que chaque raccourci mène à un mur. Le garçon qui regardait les gangsters depuis sa fenêtre voulait échapper à la petitesse. Il voulait éviter une vie ordinaire, lente, invisible. Maintenant, il a obtenu l'inverse de ce qu'il croyait chercher. Il est visible partout où il ne devrait pas l'être. Il dépend d'hommes qui peuvent le supprimer. Il transporte une peur que l'argent ne peut plus calmer. Et la journée décisive approche avec une ironie terrible. Henry n'est plus menacé par un ennemi mystérieux. Il est menacé par tout ce qu'il a choisi. La journée de la chute d'Henry ne ressemble pas à une grande bataille. Elle ressemble à un homme qui essaye de faire trop de choses à la fois, avec un cerveau qui ne sait plus distinguer l'urgence réelle de la panique inventée. Il conduit, il surveille, il parle. Il pense à la drogue, à Karen, aux enfants, aux commandes, aux gens qui l'attendent,
aux gens qui pourraient le suivre. Chaque détail devient suspect. Chaque véhicule peut être une surveillance. Chaque retard peut devenir une catastrophe. Le film fait alors quelque chose de très précis. Il nous enferme dans la cadence mentale de Henry. Au début de Goodfellas, la vitesse était grisante. Elle donnait l'impression que Henry avait trouvé un passage secret dans la vie. Ici, la vitesse n'a plus rien de séduisant. Elle l'épuise. Elle le trahit. Elle lui donne l'air d'un homme qui bouge pour ne pas sentir le sol s'ouvrir sous ses pieds. Il ne contrôle plus les événements. Il essaie seulement de rester quelques secondes en avance sur eux. L'hélicoptère devient l'image parfaite de cette paranoïa. Henry le voit, le revoit, le cherche dans le ciel. Est-ce qu'il le suit vraiment? Est-ce que la police est déjà sur lui? Est-ce que son esprit amplifie tout parce que la drogue, la fatigue et la peur ont détruit sa lucidité? Goodfellas ne transforme pas cette question en mystère artificiel. Le film nous place simplement dans une sensation, celle d'un homme qui ne peut plus avoir confiance dans son propre regard. Et c'est peut-être la punition la plus intime de Henry. Lui qui a construit sa vie sur l'observation, sur les codes, sur la capacité à lire une pièce avant les autres, se retrouve incapable de lire correctement sa propre journée. Tout se mélange, la cuisine familiale et le trafic, les enfants et les colis, les appels ordinaires et les menaces possibles, le repas à préparer et l'arrestation qui approche, le monde domestique, que Henry avait toujours voulu garder comme une façade de normalité, est maintenant traversé par toutes ses fautes. Il n'y a plus de séparation. La maison n'est plus un refuge. La rue n'est plus un territoire. Même la voiture, autrefois symbole de mouvement et d'évasion, devient une cage mobile. Karen ressent elle aussi la pression, mais d'une autre manière. Elle a peur de la police, peur de perdre l'argent, peur de perdre les enfants, peur de Henry, peur des hommes autour de lui. Sa vie entière dépend d'un système qu'elle sait dangereux et qu'elle ne peut plus regarder comme une simple source de confort. Elle a participé, elle a fermé les yeux, elle a transporté, elle a menti, mais elle découvre que la complicité ne donne pas forcément du pouvoir. Elle donne aussi une part de la chute. Quand l'arrestation arrive, elle n'a presque pas besoin d'être spectaculaire. Elle ressemble à la conclusion logique d'une journée déjà trop pleine. Henry est pris, non pas parce qu'un ennemi génial l'a surpassé, mais parce que sa propre vie est devenue impossible à maintenir. Trop de trafic, trop de mensonges, trop de surveillance, trop de dépendance, trop de gens au courant, trop de risques accumulés au même endroit. La police ne fait que fermer une porte que Henry avait lui-même construite autour de lui. Mais l'arrestation n'est pas encore la fin du danger. Au contraire, elle révèle le danger le plus profond. Henry n'a plus seulement peur de la justice, il a peur des siens. Dans un autre film, être arrêté pourrait créer une ligne simple, le criminel contre la police. Goodfellas rend cette ligne beaucoup plus étouffante. Henry sait que parler peut le sauver légalement, mais le condamner moralement et physiquement aux yeux de son ancien monde. Se taire peut préserver une forme de loyauté, mais l'exposer à des années de prison, à la perte de sa famille, à l'abandon de ceux qui ne le protégeront peut-être plus. Il n'a pas de bonne option. Il a seulement des options qui détruisent chacune une partie de son identité. C'est là que la relation avec Polly prend tout son sens. Polly a été, depuis l'enfance, la figure de stabilité. Le chef calme, le père criminel, l'homme dont l'approbation donnait à Henry le sentiment d'être quelqu'un. Mais lorsque Henry le retrouve après l'arrestation et les soupçons, il ne reçoit pas un sauvetage majestueux. Il reçoit la froideur d'un homme qui sait qu'il a été trahi. Henry a désobéi. Il a fait du trafic de drogue. Il a attiré la police. Il a mis tout le monde en danger. Polly n'a pas besoin d'un long discours pour signifier l'exclusion. Il donne un peu d'argent, une somme presque humiliante par rapport aux fortunes que Henry a vu passer, puis il le coupe de lui. Ce geste est d'une cruauté calme. Toute une vie d'admiration, de service, de repas, de respect et d'illusion se réduit à une enveloppe et à une distance. Henry comprend alors que la famille qu'il croyait avoir choisie ne le portera pas dans sa chute. Et Jimmy devient encore plus effrayant. Avec Jimmy, le danger n'est jamais seulement ce qu'il dit. C'est ce qu'il pourrait être en train de penser.
Henry sait comment Jimmy traite les risques. Il a vu ce qui est arrivé après Lufthansa. Il sait que les hommes qui savent trop, qui parlent trop, qui coûtent trop cher, peuvent disparaître. Et maintenant, qui est Henry? Un homme arrêté. Un homme impliqué dans la drogue. Un homme qui connaît des crimes. Un homme qui pourrait parler. Autrement dit, un problème. Le génie inquiétant de Goodfellas, à ce moment-là, est de montrer que Henry n'a pas besoin d'entendre une condamnation explicite pour sentir la menace. Il connaît assez bien ce monde pour compléter les phrases silencieuses. Quand Jimmy se montre trop aimable, quand une proposition paraît étrange, quand un rendez-vous semble mal cadré, Henry sent que l'amitié est devenue une surface dangereuse. Karen vit la même révélation dans une scène presque plus glaçante encore. Jimmy lui propose une forme d'aide, lui indique un endroit, une possibilité, un chemin vers des robes, vers quelque chose qui pourrait sembler généreux. Mais l'espace qu'elle doit traverser devient soudain suspect. Un couloir, une entrée, une zone trop vide. Karen s'arrête. Elle observe. Elle comprend peut-être sans preuve totale, mais avec assez d'instinct pour reculer. Dans Goodfellas, survivre tient parfois à cette seconde où le corps refuse d'avancer avant que l'esprit puisse expliquer pourquoi. Ce moment est essentiel parce qu'il montre Karen face à la vérité nue du monde qu'elle a intégré. Les hommes qui souriaient à table peuvent devenir les hommes qui vous attirent quelque part. Les amis de votre mari peuvent devenir une menace contre vous. La générosité peut être un piège, et même si rien n'est dit clairement, l'air suffit. À ce stade, Henry et Karen ne regardent plus la mafia comme une famille toxique, mais protectrice. Ils la regardent comme un animal qui peut se retourner contre eux. Alors Henry fait le choix qui détruit toute la mythologie de son enfance. Il parle. Devenir informateur, pour lui, n'est pas présenté comme un acte noble au sens pur. Goodfellas n'essaie pas de transformer Henry en héros de la vérité. Il parle parce qu'il veut survivre, parce qu'il a peur d'être tué, parce qu'il veut éviter une peine plus lourde, parce que sa famille est menacée, parce que les hommes à qui il a donné sa loyauté ne lui offrent plus d'avenir. Sa trahison est lâche, pratique, humaine, désespérée, et parfaitement cohérente avec ce qu'il a toujours été. Henry a toujours choisi la voie qui lui semblait la plus avantageuse à l'instant donné. Enfant, c'était la rue. Jeune homme, c'était Polly. Plus tard, c'était Jimmy, l'argent, la drogue. Maintenant, c'est le gouvernement. Le décor moral change, mais le réflexe reste le même. Sauver sa peau, préserver ce qu'il peut, contourner la conséquence totale. C'est pourquoi la fin de son parcours est si amère. Il ne quitte pas la mafia parce qu'il a enfin compris le mal en profondeur. Il la quitte parce qu'elle ne peut plus le protéger, et parce qu'elle pourrait le tuer. Le témoignage d'Henry brise l'ancien pacte. Dans un tribunal, son savoir devient une arme contre ceux qui l'admiraient. Les règles apprises dès l'enfance se retournent. Ne jamais parler à la police avait été son premier grand rite d'appartenance. Parler devient maintenant le geste qui lui permet de rester vivant. Toute la structure de sa vie se renverse, mais sans purification. Il ne devient pas libre au sens romantique. Il devient déplacé. Le programme de protection des témoins lui offre une survie, pas une rédemption. Et c'est là que Goodfellas prépare l'une de ses idées les plus cruelles. Pour Henry, la punition la plus profonde n'est peut-être pas seulement la peur de mourir. C'est l'ordinaire. Depuis le début, il méprise la vie normale. Il ne voulait pas être un homme quelconque. Il ne voulait pas faire la queue, attendre une paix, respecter des règles, vivre sans privilèges. Il voulait entrer par les cuisines, être reconnu, voir les autres s'écarter. Il voulait que son nom fasse bouger le monde. Et après tout ce sang, tous ces mensonges, tout cet argent, toutes ces trahisons, que lui reste-t-il? Une existence anonyme, un quartier sans prestige, une identité protégée mais diminuée, des voisins qui ne savent pas qui il était, des repas ordinaires, des files d'attente, des règles communes. La vie même qu'il avait fui devient son refuge forcé. Le film ne nous demande pas de pleurer pour lui. Il nous fait sentir l'ironie. Henry voulait être au-dessus des autres, et il finit condamné à redevenir comme tout le monde. Sauf qu'il ne peut même pas goûter cette normalité comme une paix. Pour lui, elle a le goût d'une défaite.
Il est vivant, mais privé du regard qui le faisait exister. Ce renversement donne une profondeur particulière à toute l'histoire. Le pouvoir criminel avait promis à Henry une identité plus grande. En réalité, il lui a pris la possibilité d'habiter simplement une vie. Même lorsqu'il échappe à la prison longue ou à la mort, il reste prisonnier de ce qu'il a désiré. Il ne sait pas être ordinaire. Il ne sait pas être innocent. Il ne sait plus être loyal. Il ne sait plus être vraiment Henry Hill sans le monde qui l'a fabriqué. Autour de lui, les figures qui semblaient invincibles se figent dans la conséquence. Polly et Jimmy ne sont plus seulement des légendes de quartier vues par les yeux émerveillés d'un enfant. Ils deviennent des hommes vieillissants, arrêtés, exposés, rattrapés par un système judiciaire que leur réputation ne peut pas toujours intimider. Tommy est déjà mort. Karen a traversé la fascination, la complicité, la peur et l'exil. Et Henry, le narrateur de cette ascension, termine son récit comme quelqu'un qui a obtenu exactement ce qu'il craignait le plus, l'effacement. Goodfellas referme alors le cercle ouvert par la voiture dans la nuit. Le coffre, les coups, le corps, la violence, tout cela n'était pas seulement le signe d'un crime. C'était le bruit d'une vie entière qui demandait à être regardée sans glamour. Henry avait cru entrer dans un royaume. Il découvre trop tard que le royaume avait toujours été une tombe en préparation. Mais pour comprendre pourquoi cette fin frappe encore si fort, il faut regarder comment Scorsese a construit le film lui-même. Pas seulement comme une histoire de mafia, mais comme une mémoire qui séduit, accélère, ment parfois, puis s'effondre sous nos yeux. Ce qui rend la fin de Goodfellas si mémorable, ce n'est pas seulement ce qui arrive à Henry. C'est la manière dont le film nous oblige à repenser tout ce que nous avons ressenti avant. Pendant une grande partie du récit, la voix de Henry nous a guidés avec assurance. Il nous a ouvert les portes du quartier, des restaurants, des cuisines, des bars, des voitures, des combines. Il nous a raconté cette vie comme quelqu'un qui connaît tous les passages secrets. Sa voix donnait un rythme, une intimité, presque une complicité. On avait l'impression qu'il nous faisait visiter son royaume personnel. Mais à la fin, on comprend que cette voix a toujours été celle d'un homme piégé dans son propre souvenir. Henry raconte avec énergie, avec nostalgie, avec ironie parfois, mais il ne raconte jamais depuis une vraie paix intérieure. Il raconte depuis l'exil, depuis l'après, depuis une identité réduite, protégée, cachée. Et cela change tout. Les moments brillants du début ne sont pas seulement des souvenirs de réussite. Ce sont les souvenirs d'un homme qui a perdu le monde, qui lui donnait l'impression d'être vivant. C'est pourquoi le film reste si ambigu dans sa force. Il condamne clairement cette vie par ses conséquences, mais il ne ment pas sur sa séduction. Scorsese ne filme pas la mafia comme un discours moral plat, où le spectateur n'aurait qu'à cocher les bonnes réponses. Il filme l'attraction avant la chute. Il filme le plaisir de l'entrée au Copacabana, la chaleur des repas, l'élégance des costumes, la vitesse des voitures, la musique qui transforme une combine en ivresse. Puis il laisse cette même énergie se décomposer. La forme du film suit la trajectoire de Henry. Au début, la mise en scène semble fluide, presque euphorique. La caméra se glisse partout, comme Henry lui-même. Elle connaît les coulisses. Elle n'attend pas son tour. Elle passe par des portes interdites. Elle s'approche des tables où circule l'argent, les blagues, les regards. Tout donne l'impression d'un monde vivant, rapide, codé, dangereux mais fascinant. Puis, peu à peu, cette fluidité devient agitation. Le mouvement ne libère plus. Il poursuit. La musique ne célèbre plus seulement l'audace. Elle accélère l'angoisse. Le montage ne donne plus l'impression d'une mémoire élégante, mais d'un esprit qui se fragmente. La même grammaire qui rendait l'ascension séduisante rend la chute étouffante. C'est une des grandes intelligences de Goodfellas. Le film ne change pas simplement de sujet. Il change la signification de ses propres outils. La voix off, par exemple, donne d'abord à Henry un pouvoir immense. Il commente, il explique, il plaisante presque avec nous. Mais plus l'histoire avance, plus cette voix ressemble à une défense. Henry veut encore contrôler le récit, comme il voulait contrôler sa vie. Il veut que nous comprenions pourquoi cette existence l'a attiré, pourquoi il a fait certains choix,
pourquoi le monde ordinaire lui paraissait médiocre. Mais les images, elles, révèlent ce que sa voix ne peut pas nettoyer. Quand il parle de loyauté, on voit la trahison arriver. Quand il parle de famille, on voit la peur dans la maison. Quand il parle d'argent, on voit les morts autour de Lufthansa. Quand il parle de survie, on comprend qu'il a sacrifié presque tout ce qui pouvait donner un sens à cette survie. Le film ne le contredit pas avec un sermon. Il le laisse se contredire lui-même. Karen joue un rôle essentiel dans cette vérité. Sa propre voix apparaît parfois, et soudain, l'histoire ne se limite plus au fantasme d'Henri. On entend ce que cette vie produit chez celle qui l'accompagne. La fascination, la peur, la honte, l'excitation, la dépendance. Karen n'est pas une simple observatrice du désastre. Elle est prise dans l'orbite de Henri, puis dans celle de tout le système. Son regard nous rappelle que le crime organisé ne détruit pas seulement ceux qui portent une arme ou organisent un vol. Il transforme aussi les liens, les foyers, les réflexes intimes. Quand Karen recule devant le piège possible de Jimmy, elle incarne peut-être la lucidité la plus physique du film. Elle n'a pas besoin d'une preuve complète. Elle sent que quelque chose ne va pas. Elle comprend avec son corps ce que des années dans ce milieu lui ont appris. Le danger peut porter un sourire, une proposition, une faveur. Il peut ressembler à de l'aide jusqu'au moment où il est trop tard. Henri, lui, comprend souvent trop tard. Il comprend trop tard que Tommy ne sera pas protégé par son appartenance. Trop tard que Jimmy peut aimer quelqu'un et tout de même le considérer comme supprimable. Trop tard que Polly ne pardonnera pas la drogue. Trop tard que l'argent rapide multiplie les témoins, les jalousies et les policiers. Trop tard que la famille criminelle est une famille seulement quand elle gagne quelque chose à vous garder. Cette logique rend la fin particulièrement sèche. Henri ne meurt pas. Il ne finit pas dans une explosion spectaculaire. Il ne disparaît pas dans une grande scène de vengeance. Il survit. Mais cette survie est presque une punition adaptée à son âme. Il devient un homme ordinaire. Pour quelqu'un d'autre, cela pourrait être une chance. Une maison, une nouvelle identité, une existence loin des armes et de la prison. Mais pour Henri, l'ordinaire est une forme d'effacement. Il a passé sa vie à croire que la valeur d'un homme se mesurait à l'accès, au privilège, à la peur qu'il inspirait, au fait de ne jamais attendre derrière les autres. Maintenant, il doit accepter exactement ce qu'il méprisait. Être personne. Respecter la file. Manger comme tout le monde. Vivre sans que son nom ouvre les portes. La phrase finale de Henri a ce goût amer. Il se plaint presque d'être devenu un type moyen. Et dans cette plainte, toute son absence de rédemption apparaît. Il ne pleure pas vraiment les victimes. Il ne médite pas profondément sur le mal commis. Il regrette surtout la perte du statut, du goût, de l'adrénaline, du sentiment d'être au-dessus. C'est ce qui rend Goodfellas plus dur qu'un récit où le criminel comprendrait soudain la leçon. Henri ne devient pas meilleur, il devient seulement moins puissant. Et cette différence compte. Le film ne récompense pas le spectateur avec une purification facile. Il nous laisse face à un homme qui a vu l'intérieur de la machine, qui l'a servi, qui l'a aimé, qui l'a trahi, et qui finit par regretter une partie de son confort perdu. Cela peut être frustrant, mais c'est justement ce qui donne au film sa vérité humaine. Beaucoup de gens ne changent pas parce que la conséquence arrive. Ils s'adaptent. Ils se racontent une version acceptable. Ils survivent avec leurs contradictions. Henry Hill est un survivant, mais pas un homme lavé de ce qu'il a fait. Le dernier choc visuel, avec Tommy qui tire vers nous, agit comme un rappel brutal. Même si Henry est maintenant ailleurs, même si le procès est passé, même si les noms ont changé, la violence n'est pas simplement un souvenir rangé. Elle revient dans le visage du spectateur, elle brise la distance. Elle nous rappelle que nous avons été, pendant tout le film, attirés au plus près d'un monde qui tue. Ce tir final n'est pas seulement un effet de style. Il ressemble à une accusation muette. Nous avons regardé, nous avons ri parfois. Nous avons été fascinés par les entrées secrètes, les chansons, les costumes, les repas. Puis le film nous renvoie la violence sans emballage, directement, comme pour demander. Maintenant que tout s'est déplié, qu'est-ce que vous admirez encore ? C'est là que Goodfellas dépasse largement le simple plaisir du film de gangster. Il s'inscrit dans une tradition,
bien sûr. Il dialogue avec les récits criminels américains, avec les mythes de la réussite illégale, avec les figures d'hommes qui se construisent contre la loi. Mais sa modernité vient de sa vitesse intérieure, de son refus de rendre le crime noble, de son attention aux gestes quotidiens. Ici, le pouvoir ne vit pas seulement dans les grands règlements de compte. Il vit dans la façon de garer une voiture, d'entrer dans un club, de parler à un serveur, de donner un billet, de faire attendre ou de ne pas attendre. Scorsese et Nicolas Pileggi adaptent une matière inspirée du réel, mais le film ne se contente pas d'aligner des événements. Il transforme cette vie en expérience subjective. On ne regarde pas Henry de loin, comme une pièce à conviction. On entre dans son rythme, dans son plaisir, dans son aveuglement. Et quand le rythme s'abîme, on ne peut plus prétendre être extérieur au vertige. Le casting participe profondément à cette impression. Ray Liotta donne à Henry une énergie de témoin et de complice. Son visage peut exprimer l'émerveillement, la confiance, la panique, la mauvaise foi, parfois dans la même séquence. Il a quelque chose d'accessible, presque séduisant, qui rend la chute plus troublante. On comprend pourquoi les autres l'écoutent. On comprend aussi pourquoi il ne sera jamais le chef absolu. Il est toujours en mouvement, toujours entre deux forces, toujours en train de chercher l'endroit où il peut encore gagner. Robert De Niro construit Jimmy avec une économie fascinante. Un sourire suffit parfois à créer la chaleur. Un regard suffit à l'éteindre. Jimmy n'a pas besoin de se montrer violent à chaque instant pour que la menace existe. Elle est dans sa manière de peser les gens, dans la sensation que chaque relation est aussi un calcul. Il peut donner de l'argent avec affection, puis décider qu'un homme devient trop risqué pour rester vivant. Joe Pesci, lui, rend Tommy inoubliable parce qu'il le rend imprévisible à une échelle presque nerveuse. Tommy peut faire rire une pièce entière, puis la glacer sans prévenir. Sa brutalité n'est pas seulement une fonction narrative, elle devient un climat. Quand il est là, tout le monde doit lire la température de son ego. Et quand il disparaît, le film perd un feu dangereux, mais gagne une ombre, celle de la punition que ce monde réserve même à ses propres monstres. Lorraine Bracco donne à Karen une place indispensable. Sans elle, le film risquerait de rester trop longtemps enfermé dans la griserie masculine. Avec elle, la séduction du monde criminel devient plus complexe, plus domestique, plus intime. Elle montre comment une personne peut être attirée, effrayée, compromise, lucide, puis encore incapable de partir simplement. Son parcours empêche le film de réduire la mafia à un spectacle d'hommes violents. Il montre ce que cette violence fait à ceux qui vivent à côté. Paul Sorvino, enfin, donne à Paulie une autorité presque immobile. Ce n'est pas la quantité de mots qui le rend puissant. C'est le poids de son silence. Paulie représente le système dans ce qu'il a de plus stable, de plus ancien, de plus patient. Et lorsque ce calme se détourne de Henry, la rupture paraît plus définitive qu'une explosion. La réception et l'héritage du film confirment ce que sa mise en scène faisait déjà sentir. Goodfellas n'a pas simplement marqué son époque, il a modifié la manière dont beaucoup de spectateurs imaginent le récit criminel au cinéma. Sa place dans les grandes listes de l'American Film Institute et son inscription au National Film Registry montrent que son importance dépasse le succès immédiat ou la réputation de film culte. Le film est devenu une référence parce qu'il conjugue plaisir narratif, précision morale, puissance de montage et mémoire culturelle. Mais sa vraie force reste peut-être plus simple à formuler. Goodfellas montre comment une vie peut se vendre à quelqu'un sous la forme d'un rêve, puis réclamer tout le reste en paiement. Henry croit d'abord acheter son importance avec des services, de la loyauté, des risques. Ensuite, il achète son confort avec des vols, des mensonges, des trafics. Puis il achète sa survie avec une trahison. À chaque étape, il obtient quelque chose. Une place, de l'argent, une famille de substitution, une protection, une issue judiciaire. Mais à chaque étape, il perd aussi une part de liberté, de vérité, de sécurité, jusqu'à se retrouver vivant dans une existence qui lui semble minuscule. C'est pour cela que le film continue de hanter. Il ne raconte pas seulement que le crime ne paie pas. Cette phrase serait trop pauvre pour une œuvre aussi riche. Il montre que le crime peut payer, justement.
Il peut payer vite, fort, avec des lumières, des tables, des bijoux, des portes ouvertes. Il peut donner à un jeune homme l'impression que le monde lui appartient. Et c'est précisément cette efficacité qui rend le piège si puissant. Si le crime ne donnait rien, Henry ne serait jamais entré. Goodfellas a l'honnêteté de montrer ce qu'il donne, puis la patience de montrer ce qu'il reprend. À la fin, le film laisse derrière lui une sensation étrange. Nous avons traversé une vie entière qui allait trop vite, et pourtant chaque détail important reste imprimé. La fenêtre de l'enfance, le Copacabana, le rire qui devient menace, le coffre, les repas en prison, les corps après Lufthansa, la pièce vide où Tommy comprend, l'hélicoptère, le couloir devant Karen, le visage de Henry devenu anonyme. Tous ces moments se répondent comme les fragments d'une même leçon, mais une leçon sans confort. Henry voulait être un gangster parce qu'à ses yeux, c'était mieux qu'être président des États-Unis. Cette phrase, dans son esprit d'enfant, portait toute la promesse du film. Ne plus être petit, ne plus être invisible, ne plus attendre. Mais Goodfellas déplie cette promesse jusqu'à son noyau le plus sombre. Vouloir être au-dessus des règles, c'est aussi vivre dans un monde où aucune règle ne vous sauvera vraiment quand les autres décideront que vous êtes devenu inutile. Le rêve d'Henry commence avec des hommes admirés depuis une fenêtre. Il finit derrière une autre fenêtre, dans une maison quelconque, avec un homme qui regarde peut-être la rue en regrettant les néons, les cuisines secrètes, les enveloppes, les visages qui se tournaient vers lui. La différence, c'est que maintenant, nous savons ce que cette lumière coûtait. Goodfellas ne ferme donc pas son histoire avec une morale propre. Il laisse une trace plus inconfortable. Le film nous rappelle que certaines vies se détruisent parce qu'elles réussissent trop bien à obtenir ce qu'elles désirent. Henry a eu l'argent, l'accès, la peur des autres, le sentiment d'exception. Puis, il a découvert que tout cela n'était pas une sortie de secours hors de la vie ordinaire. C'était un détour beaucoup plus long vers le même vide. Et quand le film s'arrête, il reste ce bruit invisible, celui du coffre au début, celui de la balle finale, celui d'une mémoire qui refuse de se taire. On croyait regarder l'ascension d'un homme dans la mafia. En réalité, on regardait une illusion se refermer, couche après couche, jusqu'à ne laisser qu'un survivant sans royaume, une famille déplacée, des morts derrière lui, et une question qui continue de déranger longtemps après le générique. Si cette vie était si clairement condamnée, pourquoi a-t-elle semblé, pendant un instant, si terriblement attirante ? C'est exactement là que Goodfellas garde son pouvoir. Il ne nous laisse pas admirer tranquillement. Il ne nous laisse pas condamner facilement. Il nous oblige à regarder le charme, puis le prix. Et une fois que le film s'est entièrement déplié, il devient impossible de confondre l'éclat du piège avec une vraie lumière. Ce qui reste après Goodfellas, ce ne sont pas seulement les grands moments de violence ou les scènes que tout le monde cite. Ce sont aussi les gestes ordinaires. Une assiette posée sur une table. Une porte ouverte sans attendre. Une enveloppe qui passe d'une main à l'autre. Un homme qui ajuste sa veste avant de mentir. Une femme qui regarde son mari et comprend qu'il cache plus que ce qu'il avoue. Un rire qui dure une seconde de trop. Un silence qui arrive trop vite. Goodfellas est construit sur ces détails parce que la mafia du film ne vit pas seulement dans les crimes. Elle vit dans les habitudes. Elle s'installe dans les repas, dans les fêtes, dans les visites familiales, dans les façons de parler. Elle devient un style de vie avant d'être une menace visible. Et c'est pour cela que le film est si efficace. Il ne nous montre pas un monde criminel séparé du quotidien. Il montre comment le quotidien peut être entièrement contaminé par le crime. La nourriture, par exemple, revient sans cesse. On mange après avoir commis l'irréparable. On cuisine en prison avec une patience presque tendre. On parle autour des tables. On règle des tensions près des assiettes. Dans un autre film, la nourriture servirait seulement à montrer la chaleur d'une communauté. Ici, elle fait quelque chose de plus ambigu. Elle donne une texture humaine à des hommes capables d'inhumanité. Elle rappelle que ces criminels ne passent pas leur vie dans une posture de menace permanente. Ils ont faim. Ils aiment certains rituels. Ils parlent de sauce,
de viande, de pain, de famille. Et c'est justement ce mélange qui dérange. Le film refuse de simplifier le mal en le rendant étranger. Les hommes de Goodfellas ne sont pas des monstres venus d'un autre monde. Ils peuvent être drôles, affectueux, généreux, sensibles à certaines traditions. Puis, quelques instants plus tard, ils peuvent frapper, mentir, tuer ou faire disparaître quelqu'un. La proximité entre ces deux faces crée une inquiétude plus profonde que la violence seule. On ne peut pas ranger ces personnages dans une catégorie confortable. C'est aussi pourquoi les espaces comptent autant. Les portes, dans Goodfellas, sont presque un langage. Henry passe par les entrées cachées, les couloirs de service, les cuisines, les arrière-salles. Au début, ces passages donnent l'impression d'un privilège. Il connaît les chemins que les autres ignorent. Il ne subit pas l'espace public comme tout le monde. Il le traverse de côté, par des accès réservés, comme si la ville entière reconnaissait son importance. Mais plus l'histoire avance, plus ces mêmes espaces deviennent menaçants. Un couloir n'est plus seulement une voie secrète. Il peut devenir un piège. Une pièce vide peut devenir une exécution. Une porte ouverte peut signifier qu'on vous invite ou qu'on vous attire. Karen le sent très bien lorsqu'elle refuse d'aller plus loin vers l'endroit indiqué par Jimmy. Le film a déjà transformé notre perception des passages cachés. Au début, ils étaient magiques. À la fin, ils sont suspects. Le même motif se retourne contre le rêve de Henry. L'argent suit la même trajectoire. Au départ, il semble léger. Il apparaît vite, circule vite, permet de séduire vite. Henry voit les billets comme une preuve de liberté. L'argent évite l'humiliation, achète le respect, accélère les décisions. On le donne pour remercier, pour impressionner, pour calmer, pour acheter le silence. Il ressemble à une force presque liquide, capable de se glisser partout. Mais dans Goodfellas, l'argent n'efface jamais la dette. Il la déplace. Chaque billet reçu peut impliquer une obligation. Chaque cadeau peut cacher une attente. Chaque partage peut devenir une source de jalousie. Après Lufthansa, l'argent devient même dangereux parce qu'il rend les hommes visibles. Ce qui devait les enrichir les expose. Ce qui devait célébrer leur intelligence révèle leur stupidité. Acheter trop vite, montrer trop vite, dépenser trop vite. L'argent trahit ceux qui ne savent pas se contenir. Henry a grandi en croyant que l'argent ouvrait les portes. Il découvre qu'il peut aussi désigner la cible. La masculinité du film fonctionne elle aussi comme une prison. Ces hommes parlent constamment de respect, mais leur définition du respect est fragile, presque enfantine. Une blague peut devenir une insulte. Un souvenir peut devenir une humiliation. Un rire peut menacer l'ego de quelqu'un. Tommy en est l'exemple le plus violent, mais il n'est pas seul. Tout le monde, dans ce milieu, surveille son image. Tout le monde veut être reconnu. Tout le monde redoute d'être diminué devant les autres. C'est une société d'hommes qui prétendent être invulnérables, alors qu'ils réagissent souvent comme des hommes terrifiés par la honte. Billy Bats ne meurt pas seulement parce qu'il offense Tommy. Il meurt parce que, dans ce monde, l'offense publique peut être vécue comme une blessure insupportable. La violence devient alors une manière de corriger l'image, de reprendre le contrôle d'une pièce, de prouver que personne ne peut vous rabaisser sans payer. Mais cette logique est absurde et destructrice. Elle transforme des égos blessés en décisions irréversibles. Le film nous montre donc une masculinité qui se prétend forte, mais qui dépend entièrement du regard des autres. Jimmy, de son côté, représente une version plus froide de cette même logique. Il ne se laisse pas emporter comme Tommy, mais il ne supporte pas davantage la perte de contrôle. Quand un complice dépense trop, parle trop, devient trop voyant, Jimmy ne voit plus un ami. Il voit une menace contre l'équilibre qu'il veut maintenir. Sa violence n'est pas explosive, elle est comptable. Il additionne les risques. Puis, il retire les personnes de l'équation. Cette différence entre Tommy et Jimmy donne au film une gamme complète de peurs. Avec Tommy, on craint l'instant. Avec Jimmy, on craint ce qui se prépare derrière le sourire. Henry, lui, a longtemps cru qu'il pouvait naviguer entre ces deux formes de danger. Il savait calmer Tommy, profiter de Jimmy, respecter Polly assez pour rester dans la lumière.
Mais il ne comprenait pas que cette navigation exigeait une discipline qu'il n'avait pas vraiment. Henry est doué pour entrer dans le système. Il est moins doué pour survivre à ce que le système demande sur la durée. Son grand défaut n'est pas seulement l'avidité. C'est l'illusion que l'énergie peut remplacer la sagesse. Il bouge, il parle, il charme, il combine. Il pense que la rapidité est une forme d'intelligence suffisante. Pendant longtemps, cela marche. Mais Goodfellas montre que certains mondes récompensent d'abord les impulsifs avant de les punir plus tard. Henry apprend à gagner vite, donc il n'apprend jamais vraiment à s'arrêter. Quand il faudrait ralentir, il accélère. Quand il faudrait écouter Polly, il cache ses activités. Quand il faudrait comprendre que Jimmy devient dangereux, il continue à espérer que l'ancienne proximité le protège. C'est là que le film devient une étude du déni. Henry sait beaucoup de choses. Il connaît les règles. Il connaît les conséquences. Il connaît les hommes. Mais savoir n'est pas la même chose qu'accepter. Il voit les signes, puis les repousse. Il sent le danger, puis se persuade qu'il peut encore manœuvrer. Il comprend que Karen souffre, mais il traite cette souffrance comme un problème de plus à gérer, pas comme une vérité sur ce qu'il est devenu. Goodfellas n'a pas besoin de faire de Henry un génie criminel ou un idiot. Il est plus intéressant que cela. Il est intelligent dans l'instant, mais aveugle sur le long terme. Et cette cécité vient de son désir initial. Depuis l'enfance, il veut être quelqu'un. Pas simplement gagner sa vie. Pas simplement réussir. Être quelqu'un dans le regard des autres. Toute sa trajectoire découle de cette blessure sociale. Il ne supporte pas l'idée d'être invisible, ordinaire, interchangeable. Alors il accepte un monde où l'identité se construit par la peur, par l'accès et par l'argent. Mais une identité construite sur la peur dépend toujours de ceux qui ont encore plus de pouvoir que vous. Henry peut impressionner un serveur, intimider un voisin, séduire Karen, profiter d'un restaurant, mais il reste petit face à Polly, face à Jimmy, face aux règles de la mafia, face à la police, face à sa propre dépendance. Il a voulu échapper à la petitesse, et le film révèle peu à peu toutes les dimensions de son impuissance. Même sa narration participe à cette impuissance. Henry raconte vite, beaucoup, avec assurance, comme s'il pouvait donner une forme à tout ce qui lui est arrivé. Mais plus on avance, plus on sent que parler ne lui rend pas son royaume. Sa voix peut reconstruire les souvenirs, pas les sauver. Elle peut faire revivre l'excitation, pas la rendre innocente. Elle peut expliquer les codes, pas effacer les morts. C'est une confession sans purification. Voilà pourquoi les détails ordinaires deviennent si importants dans la mémoire du film. Ils empêchent l'histoire de devenir une légende lointaine. Le mal n'est pas enfermé dans un seul meurtre, une seule trahison, une seule arrestation. Il circule dans les gestes répétés, dans les repas où personne ne veut poser la mauvaise question, dans les cadeaux qui remplacent les excuses, dans les regards des femmes qui savent trop, dans les hommes qui rient pour cacher la peur, dans les portes que l'on ouvre parce qu'on croit entrer dans un privilège, alors qu'on s'enfonce dans un labyrinthe. Goodfellas se revoit si bien parce qu'à chaque vision, un détail change de poids. Ce qui paraissait drôle devient inquiétant. Ce qui paraissait élégant devient grotesque. Ce qui paraissait chaleureux devient complice. Ce qui paraissait rapide devient désespéré. Le film ne perd pas sa force avec la connaissance de l'intrigue, parce que son vrai suspense n'est pas seulement de savoir ce qui va arriver. C'est de regarder comment chaque signe de réussite contenait déjà le mécanisme de la chute. Et dans cette relecture, Henry devient moins un guide qu'un avertissement. Il voulait nous faire entrer par la porte secrète. Le film, lui, nous montre où elle mène. Avec le temps, Goodfellas est devenu plus qu'un film que l'on admire. Il est devenu un film que beaucoup d'autres films ont dû affronter. Après lui, raconter la mafia ou le crime organisé de manière trop lisse devient difficile. Le film a installé une vitesse, une voix, une manière de passer du rire à la terreur qui a marqué l'imaginaire du genre. Mais son influence ne vient pas seulement de son énergie. Elle vient surtout de sa précision morale. Goodfellas ne regarde jamais ses personnages comme des statues. Il les regarde comme des êtres vivants, séduisants, dangereux, ridicules, lâches, parfois tendres, souvent monstrueux, toujours contradictoires.
C'est cette contradiction qui continue de rendre le film moderne. Dans beaucoup de récits criminels, le spectateur peut garder une distance confortable. Il sait qui est mauvais, il sait où placer son jugement, il sait quand admirer la mise en scène sans se sentir trop impliqué. Goodfellas complique ce confort. Il sait que le spectateur peut être attiré par ce qu'il condamne. Il sait que la beauté d'une scène peut créer un trouble. Il sait qu'une chanson, un mouvement de caméra, une phrase drôle, un acteur charismatique peuvent rendre le danger presque désirable pendant quelques secondes. Le film ne nie pas cette attirance. Il l'utilise contre nous. C'est pourquoi il reste plus honnête que beaucoup d'imitations. Copier la vitesse de Goodfellas est possible. Copier ses chansons, ses voix off, ses gangsters bavards, ses repas bruyants, ses explosions de violence, c'est possible aussi. Mais copier son mouvement intérieur est beaucoup plus difficile. Car le film ne se contente pas d'être cool. Il montre comment le cool devient un masque. Il montre comment le charme sert à couvrir la peur. Il montre comment la nostalgie peut embellir un passé qui ne mérite pas d'être innocenté. Henry raconte son monde comme un paradis perdu. Mais les images nous rappellent que ce paradis était bâti sur l'intimidation, les corps, les mensonges et les familles abîmées. La mémoire du spectateur se retrouve donc divisée. On se souvient de la fluidité du Copacabana, mais aussi du coffre. On se souvient des rires autour des tables, mais aussi de la scène où le rire devient une menace. On se souvient des repas préparés avec soin en prison, mais aussi de la raison pour laquelle ces hommes sont enfermés. On se souvient de l'énergie de Henry, mais aussi de son visage épuisé, traqué, vidé par la paranoïa. Chaque plaisir cinématographique a son revers. Cette structure explique pourquoi le film supporte une relecture adulte. Un spectateur jeune peut d'abord être frappé par le rythme, les répliques, l'assurance des personnages, la force de la mise en scène. Plus tard, le même spectateur peut voir autre chose. La tristesse d'une vie réduite au regard des autres, la solitude de Karen, la médiocrité émotionnelle des hommes qui se croient puissants, la fragilité d'un monde où personne ne peut vraiment se reposer. Goodfellas change avec celui qui le regarde. Quand on est fasciné par l'ascension, le film paraît électrique. Quand on regarde les conséquences, il paraît presque funèbre. Quand on s'attarde sur Karen, il devient l'histoire d'une contamination intime. Quand on s'attarde sur Jimmy, il devient une étude de la paranoïa rationnelle. Quand on s'attarde sur Tommy, il devient le portrait d'un homme tellement prisonnier de son ego qu'il finit par marcher vers sa propre exécution. Quand on s'attarde sur Polly, il devient le récit d'un ordre ancien qui absorbe les jeunes hommes puis les rejette quand ils deviennent dangereux. Et quand on revient à Henry, on voit un homme qui a passé sa vie à confondre reconnaissance et amour. C'est peut-être son manque le plus profond. Henry ne cherche pas seulement l'argent. Il cherche des regards qui lui disent qu'il compte. Le quartier lui donne cela avant même qu'il comprenne le prix. Les gangsters le remarquent. Les serveurs le respectent. Karen l'admire. Les hommes l'écoutent. Tout cela crée une drogue plus ancienne que la cocaïne, la sensation d'importance. Le problème, c'est que cette importance n'existe jamais seule. Elle doit être nourrie par la peur des autres, par l'argent, par la proximité du pouvoir. Dès que ces éléments disparaissent, Henry ne sait plus très bien qui il est. Sa punition finale n'est donc pas seulement d'habiter un lieu ordinaire. C'est d'habiter une version de lui-même qui n'a plus de public. Il est vivant, mais le théâtre est fermé. Cette idée donne une dimension très contemporaine au film. Goodfellas parle d'un monde criminel précis, mais il touche quelque chose de plus large. Le désir d'être vu, d'être privilégié, d'échapper à la règle commune, d'obtenir une identité plus grande que la vie disponible. Henry choisit la mafia, mais son rêve initial n'est pas incompréhensible. Beaucoup de gens connaissent cette frustration de l'invisibilité, cette envie de passer par une porte réservée, cette fatigue d'attendre son tour. Le film devient dangereux parce qu'il reconnaît ce désir au lieu de le mépriser. Mais il montre ensuite ce qui arrive quand ce désir est confié aux mauvaises mains. Le besoin d'exister devient servitude. La recherche de respect devient dépendance à la violence. L'argent devient dette. La famille devient surveillance. L'amitié devient calcul. La liberté devient fuite.
Il y a dans Goodfellas une ironie presque parfaite. Henry entre dans ce monde pour ne plus subir les règles des autres. Puis il passe sa vie à obéir à des règles plus cruelles encore. La loi ordinaire pouvait l'ennuyer. Les règles de Polly pouvaient le tuer. La société légale pouvait le rendre anonyme. Le monde de Jimmy pouvait le faire disparaître. Il pensait choisir la liberté, mais il choisissait seulement un maître plus séduisant. C'est pour cela que la dernière image mentale du film reste si forte. Pas seulement Tommy qui tire. Pas seulement Henry dans sa banalité forcée. Mais le contraste entre l'enfant à la fenêtre et l'homme caché sous une nouvelle identité. Au début, Henry regarde dehors avec envie. À la fin, on l'imagine regardant dehors avec regret. Entre les deux, il y a toute une vie passée à confondre ouverture et piège. Goodfellas n'a pas besoin d'une morale proclamée, parce que son architecture entière devient morale. Chaque scène séduisante est plus tard réévaluée par une scène de conséquence. Chaque privilège trouve son prix. Chaque rire trouve son risque. Chaque porte secrète mène vers une pièce plus sombre. Le film nous apprend à nous méfier de notre propre fascination, non pas en l'interdisant, mais en la rendant impossible à garder pure. Et c'est peut-être ce qui distingue les grandes œuvres criminelles des simples récits de gangsters. Un récit plus faible nous dirait seulement « Ces hommes sont dangereux ». Goodfellas nous fait comprendre quelque chose de plus inconfortable. Ils sont dangereux aussi parce qu'ils peuvent sembler vivants, drôles, proches, généreux, excitants. Ils peuvent donner au désordre une forme de fête. Ils peuvent transformer la transgression en style. Ils peuvent faire croire, pendant un instant, que la morale est une lenteur réservée aux perdants. Puis le film attend que cette impression se retourne. À la fin, il ne reste plus de fête. Les tables sont vides. Les alliances sont brisées. Les morts ne reviennent pas. Les hommes puissants vieillissent ou tombent. Karen survit avec ses propres cicatrices. Henry parle encore, mais sa voix n'ouvre plus aucune porte. Le royaume qu'il racontait n'existe plus que comme une mémoire contaminée. C'est là que le titre prend une ironie magnifique. Les Goodfellas, les bons gars, les types du quartier, les hommes qui se reconnaissent entre eux, ne sont bons que dans le langage interne de leur monde. Le film, lui, démonte cette expression jusqu'à montrer le mensonge qu'elle contient. Ces hommes peuvent être loyaux entre eux, mais seulement jusqu'au moment où la loyauté coûte trop cher. Ils peuvent se dire famille, mais une famille qui enterre ses secrets dans la peur n'offre jamais une vraie maison. Goodfellas reste vivant parce qu'il ne se contente pas de raconter la chute d'Henry Hill. Il fait ressentir la mécanique d'un enchantement criminel, puis la honte de s'être laissé enchanter. Il nous attire dans les couloirs, dans les cuisines, dans les bars, dans les voitures, dans les voies, puis il ferme chaque issue une par une. Et lorsque tout est terminé, la question n'est plus seulement de savoir si Henry a été puni. La question est de savoir ce que nous avons compris de son rêve. Il voulait une vie plus grande, mais il n'a jamais demandé si cette grandeur avait une âme. Il voulait être respecté, mais il a choisi un monde où le respect naît de la peur. Il voulait appartenir, mais il a rejoint une famille prête à l'effacer. Il voulait échapper à l'ordinaire, mais il finit par découvrir que l'ordinaire, sans innocence, peut devenir une cellule invisible. Voilà pourquoi Goodfellas continue de frapper, même quand on connaît chaque scène. Parce que le film ne dépend pas seulement de la surprise. Il dépend de la reconnaissance. On reconnaît l'attrait du raccourci. On reconnaît le danger de l'ego. On reconnaît la façon dont un mensonge répété peut devenir un mode de vie. On reconnaît la tentation de confondre lumière et valeur. Puis, le film retire la lumière, et il demande ce qu'il reste. Il reste Henry, vivant mais diminué. Il reste Karen, survivante d'un rêve devenu menace. Il reste Jimmy, Polly, Tommy, chacun prisonnier à sa manière d'un système qu'il croyait maîtriser. Il reste les morts, les silences, les repas, les portes, les regards. Et il reste cette impression rare, celle d'avoir vu un film qui ne nous a pas simplement raconté une histoire, mais qui nous a fait entrer dans une illusion pour mieux nous apprendre à en sortir. Goodfellas commence avec le bruit d'un coffre. Il finit avec un écho plus profond, le bruit d'un rêve qui se referme sur celui qui l'a désiré.